Bonjour. Bonjour Valérie. Voilà. Il est 18h58, 2 minutes d'avance sur le programme. Donc on attend que les personnes arrivent tranquillement. Alors vous pouvez me dire si vous entendez bien, si le son est correct. Avec un pouce en disant que oui. Attendez. Bonsoir Pascal. Buenas noches. Bon, nous sommes 3 en direct pour le moment. J'attends que la plupart viennent. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Un pouce pour dire que c'est bon. Oui. Mettez en commentaire oui si c'est bon. Buenas tardes. Nico, Dim, je vous ai envoyé un MP message suite au dernier live. Hola José, buenas tardes. Ok, ben je vais regarder ça, Nico. Sinon, vous avez également mon adresse mail, akivilla@gmail.com. Oui, Pascal, donc on attend bien. Bonjour à tous, Cédric, André, Nathalie Gravel, un pouce relevé, c'est bien. Donc, je like. Tac, tac, tac. Donc, connaissez-vous le thème de ce soir? La particularité, c'est qu'il faut que je regarde sur l'écran parce que j'ai tendance à regarder l'ordinateur et il est plus bas que le portable. Bon, nous sommes 9 personnes. 10, 19h01. Bon, mais c'est bien. On va commencer à parler du sujet. Alors, le locatif et ses plages et ses pièges. Hein, Pascal. Bon, il n'y a pas que des pièges dans le locatif. Il y a des points positifs également. Il faut rester positif. Une question. Vous êtes à jour immobilier pour lui parler correctement? Bonjour, une question. Vous êtes à jour immobilier pour lui parler correctement? ¿Qué quiere decir con esta pregunta? Señor Arnaud. Bonjour, une question. Vous êtes à jour immobilier pour lui parler correctement? Développer, parce que je ne comprends pas. Valérie Gonzalez, oui, si. Donc le son est bon, hein? Ok. Alors dites-moi en petit message d'où vous me regardez. Où êtes-vous? En France, en Espagne, en Italie, en Afrique? Voilà. Ah, du Canada. Oui, c'est vrai que j'ai également mis... quelle heure est-il au Canada? 13 heures, non? Il y a 6 heures de décalage. Québec. Andréane. Nantes. France, Haute-Savoie. Ah, très bien. Je connais Combloux, Megève. C'est Haute-Savoie, ça, 74. 13 heures, oui, oui, 13 heures au Canada. 13 heures au Canada. Donc c'est l'heure de déjeuner, essentiellement. Bonsoir Sophia. Bonsoir Nathalie. Il est 13 heures. Estoy en Andalucía, Almayonte, Torre del Mar. Almayate, ah pardon, Torre del Mar.
Oui, c'est sur Pascal, c'est du côté de l'Aljarquilla. En dessous, pas loin de Frejiliana, vers Nerja, non, c'est ça? Alors désolé, je me suis trompé, vous êtes agent immobilier pour qu'on puisse parler de la locative correctement sans se tromper. Non, désolé Arnaud, vous suivez pas mes postes, je ne suis pas agent immobilier, quoique j'ai la carte d'agent immobilier. À la base, je suis architecte, expert auprès des tribunaux espagnols, dont double diplôme, architecte en France, DPLG, et arquitecto técnico en Espagne. Escuela de Arquitectura de Alicante. Voilà. Et dans mon équipe, il y a également un avocat, un économiste, voilà, à Vélez, Malaga, oui, pour Pascal. Oui, Caleta de Vélez, oui, oui, je vois. C'est après Malaga, direction Torre del Mar, Nerja. Ouais. Très, très, très bel endroit. Les Français, notamment les Belges aussi, adorent cette côte. Bonsoir Evelyne Monto, Sophie, que guay. ¿Qué quiere decir que guay? Ça c'est l'expression sud-américaine. Que guay. Bon, faites participer cette personne à la vidéo. Bon, j'ai des messages qui me viennent sur l'écran. Bon, nous sommes 24 personnes. On va commencer. Il est 19h04, 4 minutes après le départ. Donc c'est bon. J'habite Almeria. Ah, muy bien. Qui fait partie de la costa de l'Andalousie. Almeria même ou autour? Ok, top, Arnaud. Evelyne, oui. N'hésitez pas, si vous voyez que... Ah, Cioda, très bien. Si vous voyez que vous n'entendez pas, vous le dites sur les commentaires. Comme ça, je vous suis. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes entre l'écran et ce que je vois. Donc alors, la thématique de la soirée, le live, comme j'avais dit la dernière fois, c'est les investissements locatifs en Espagne. Voilà. Investissement, inversiones de alquiler turístico en España. L'Espagne est très grande, sachant que vous avez 17 comunidades, 17 régions, et chaque région a ses propres directives et ses propres lois. Donc autant c'est déjà difficile de connaître un peu l'ensemble de la législation espagnole, mais bonsoir Muriel, chaque région d'Espagne a créé ses propres lois et ses directives pour justement contrôler ces locations estivales. On va également, bon, je vais vous dire un peu le programme de la soirée. Alors, pourquoi l'immobilier investissement locatif en Espagne? On va parler de financement également, la gestion à distance des travaux quand il y a des travaux de rénovation pour certaines locations, pour certains biens qu'il faut mettre à jour, et la mise en location avec les différents baux et le type de location, de contrat qu'on peut faire pour les locations en courte durée, et une partie très importante aussi, la fiscalité. Voilà. Donc un grand programme. Donc, comme vous savez, l'Espagne est devenue l'Eldorado pour l'investissement locatif, notamment de la résidence secondaire. Bien sûr, pourquoi? La mer, el sol, le tapas, la convivialité. Il faut savoir que les Français achètent de plus en plus de résidences secondaires et de logements en Espagne. Il s'agit d'une niche très dynamique. Les achats immobiliers par les étrangers en Espagne sont en hausse de plus de 40% depuis 2022. Donc c'est énorme. Bon, il y a eu une grosse vague d'achats massifs par les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais. Maintenant, ce sont les Belges et les Français qui sont en train de rattraper les autres nationalités. Depuis peu, on a également la clientèle américaine, nord-américaine, à savoir les personnes des États-Unis ainsi que les Canadiens et Canadiennes. Donc, pourquoi? Parce qu'avec le change du dollar,
ils arrivent à avoir des conditions intéressantes. Voilà. Donc l'Espagne également est en pleine vogue aussi depuis le Covid, depuis que le gouvernement espagnol a mis des mesures pour inciter les télétravailleurs à s'expatrier et à vivre, disons, au soleil, avec un meilleur pouvoir d'achat, et leur offre des conditions intéressantes. C'est pour ça que les investisseurs, moi je connais des amis qui ont carrément acheté des immeubles entiers pour la clientèle des freelances et télétravailleurs. Pour faire de l'investissement locatif. Je reviendrai pourquoi après. Donc, à l'heure de placer son argent, vu avec l'inflation qu'il existe en ce moment, les comptes administratifs bancaires en France, beaucoup de francophones s'expatrient et dans les deux variantes veulent s'installer, mais également avoir un profit. J'ai de plus en plus de clients qui font un doublé, ce qu'on appelle. Ils achètent leur bien et ils achètent un autre bien pour mettre en location, voire même deux biens. C'est simple, hein, j'ai un client parisien qui a vendu sa maison banlieue les Yvelines. Il a acheté sa résidence principale du côté de Javea, plus des appartements, un immeuble qui met en location. Voilà. Le seul bien lui a rapporté, disons, l'équivalent pour acheter une maison sur Javea, plus des appartements qu'il a achetés entre Calpe et Calpe et Altea. Voilà, un petit village, certains doivent connaître, vers le Pueblo El Mascara. Voilà, un endroit très très bien et très typique. Bonsoir Claude, allez, j'ai été contacté par votre ami de l'agence immobilière. Oui, pour votre superbe demeure dans le Lot. Oui, je sais. Alors, donc, excusez-moi, j'ai perdu un papier, je l'ai rattrapé. Voilà. Alors, quels sont, en deux mots, quels sont les paramètres pour avoir une bonne rentabilité? On va faire du général, mais ensuite on va aller en profondeur dans les articles. Quels sont les paramètres pour avoir une bonne rentabilité locative pour l'achat d'un appartement ou une maison en Espagne pour 2023? Voilà. Bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que vous les connaissez? J'attends vos réponses. L'emplacement, premier critère. Deuxième critère, l'emplacement. Troisième critère, l'emplacement. Localisation. Local. Toujours l'emplacement qui est très très important. Bon, ensuite viennent la taille, l'appartement et la demande locative qui peut se faire dans la zone, dans le quartier. Voilà. Ainsi qu'il faut regarder également les coûts liés à cet appartement ou l'investissement d'une maison. Voilà. Donc, importance de choisir un emplacement stratégique, près des commodités. Moi, j'appelle aussi trouver une locomotive. Par exemple, locomotive, ce sont des parcs d'attraction, comme par exemple sur Salou, sur la Costa Dorada, vous avez le Port Aventura. Donc, tout ce qu'il y a autour, c'est très bon. Ça vous permet d'avoir une rentabilité excellente. Pourquoi? Donc, ce sont des parcs qui amènent du monde. Donc, qui dit attraction très forte, vous aurez toujours du remplissage. Choisir aussi, ensuite, on va parler aussi des locations longue durée. Locations longue durée que le gouvernement espagnol est en train de favoriser au détriment de l'Airbnb. Je vais vous expliquer aussi les avantages qu'ont ce type de location, à ne pas négliger. Quand c'est longue durée, on choisit les données stratégiques comme les écoles, l'environnement, les supermarchés, l'accès au transport en commun, les centres commerciaux. Bien sûr, cela va augmenter la demande locative ainsi que le prix de location. Plus vous aurez ces services, plus le prix à l'achat risque d'être élevé. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces services-là. Le prix d'achat, pour avoir une bonne rentabilité, doit être effectué à un prix raisonnable pour, bien sûr, générer une rentabilité excellente.
il est conseillé d'éviter d'acheter un bien immobilier à un prix trop élevé. Voilà, car cela peut entraîner une rentabilité locative faible, voire même des pertes. On rentrera un peu plus dans ce sujet par la suite. Le coût d'exploitation. Il est important de prendre en compte les coûts liés à l'entretien de l'appartement ou de la villa, les taxes, les assurances et les autres coûts associés à la propriété. Plus ces coûts sont faibles, bien sûr, et plus la rentabilité locative sera élevée, ce qui est logique. Durée de location. Le choix de la durée de location peut également affecter la rentabilité locative. Les contrats de location de longue durée peuvent fournir une source de revenus stable, tandis que les locations à court terme peuvent offrir des revenus plus élevés, mais moins stables. Pourquoi? Parce que de la vacance en ce moment, ce type de location est mis en exergue par les pouvoirs publics espagnols, comme en France d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le phénomène Airbnb est en train de prendre énormément d'essor et le législateur en Espagne est en train d'encadrer tout ça avec des conditions très très strictes. Je vous déconseille déjà d'investir dans les grandes métropoles espagnoles. Évitez Madrid, évitez Barcelona, évitez Valencia, évitez Alicante, Malaga, Sevilla, San Sebastián, Santander, toutes les métropoles de plus de 150, il y a une loi qui va passer là, de 100 000 habitants, bannissez-les. Par contre, fixez-vous sur des villes qui sont à la périphérie. Voilà, par exemple, à Tarragona, vous avez Salou, Miami Playa, Cambrils, Villa Fortuny, tout ça c'est excellent. Almeida de Mar, Hospitalet de l'Infante, tout ça c'est excellent. Autour de Barcelone, Sitges, Castelldefels, Sant Pere de Ribes, voilà, c'est excellent. Costa Brava, évitez Girona, évitez Figueras. On va en parler aussi sur la Costa Brava. Plutôt Rosas, L'Escala, Estartit, Palamos, Playa de Haro, Lloret de Mar, enfin des stations balnéaires. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Ça c'est pour la location. Voilà. Pour la courte durée, oui, Christian Canu, il faut un permis. Il faut plus qu'un permis. Il faut ce qu'on appelle une licencia turística. Et pour avoir la licencia turística, il faut avoir la conformidad del ayuntamiento, suivant certaines municipalités, il faut faire une démarche au niveau du service urbanistique et ensuite au niveau du service touristique de la région, plus de la ville. Voilà. Donc des mesures quand même assez importantes. Un point important, au niveau des appartements, faire très attention. Il faut avoir, il y a un dernier décret de loi qui est sorti. Ça va s'appliquer sur la Catalogne, ça va s'appliquer sur la Comunidad Valenciana, ça va s'appliquer sur la Comunidad de Andalucía, Comunidad de Murcia, Madrid. Obligation d'avoir 80% des copropriétaires qui acceptent la location saisonnière. Ça veut dire quoi? Que beaucoup d'appartements, de personnes qui ont acheté des appartements dans les résidences vont être pénalisés. Voilà. Autre mesure aussi, il faut qu'il y ait une entrée individuelle par rapport au reste des habitations, donc carrément une porte indépendante, chose rarissime qu'on trouve dans les appartements. On le voit beaucoup plus dans les villas et piscines communes, voire villas indépendantes. Voilà. Oh là là, c'est beaucoup. Véro Le Mériel. Oui, non, j'ai pas compris là. Véro Le Mériel, voilà, qui est parti pour chercher un local du côté pour son activité sur Denia, Costa Blanca. Voilà. Bon, j'ai acheté dans une résidence où la conformité n'est toujours pas accordée. Aïe, 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 Christian. Problème. Lagarto, comme on dit en Espagne. Lagarto, ça veut dire un lézard. T'as vendido gato por liebre. Ils t'ont vendu du chat pour du lièvre. Aïe, bon. Mais
Mais vous aurez la possibilité de le louer en courte durée ou alors en longue durée. Bon, je vais vous expliquer après la différence. C'est vrai que la plupart se concentrent à faire de la location touristique, ce qu'on appelle en France la LCD, la location saisonnière. Elle est très réglementée en Espagne. Les critères sont très stricts. Licence touristique, acceptation 80% des copropriétaires, et l'appartement ou le logement doit répondre à des critères bien précis établis par l'urbanisme de la mairie et l'urbanisme général del PGU. Bon, là, c'est un peu du charabia ce que je vous dis. Le plan général de l'organisation urbanistica. Et ça, c'est l'urbanisme qui donne ces directives et qui transmet ces directives au service du tourisme pour justement avoir le label de la conformité pour pouvoir obtenir cette licence touristique. Voilà. On fait appel pour la licence touristique à un architecte, ce qu'on appelle en Espagne un arquitecto técnico. Il va donner el punto vista, il va aller sur place, il va faire un audit de l'appartement ou de la maison, il va regarder les surfaces, les infrastructures, les équipements, très importants. Pour les maisons, notamment les fincas, obligation de faire una fossa septica aux normes, répondant aux normes éco-responsables, dont ça s'entraîne énormément de frais que beaucoup de gens n'avaient pas prévus, pour mettre en conformité una finca, c'est-à-dire una casa rural, pour la mettre, j'ai le cas d'une cliente qui a payé sa maison 95 000 €. Résultat des courses, elle se retrouve avec une finca, c'est une finca rustica, avec una fossa septica, une salle de bain intérieure parce il y avait une salle d'eau à l'extérieur. Elle est obligée de l'installer à l'intérieur de la maison, faire des travaux, dont ça lui a revenu à peu près entre pito et flauta, comme on dit en Espagne, 45 000 € plus les honoraires de l'architecte, soit 50 000, à peu près 55 000 €. Voilà. Sans compter les licencias de obra. Voilà. Et il n'y en a toujours pas la licence. Voilà. Comme on dit en espagnol, parfois, lo barato te puede salir caro. Ce que vous achetez pas cher peut vous revenir très cher. Et tout ça parce qu'elle a été obnubilée par le prix et elle n'a pas fait l'étude qu'il fallait. Il faut faire une mini étude de marché et une mini étude de faisabilité. Est-ce que on peut louer le bien dans la sorte? À l'époque, oui. Pourquoi? Parce que l'Espagne, c'est un peu le Far West, mais maintenant les choses se sont durcies. Croyez-moi, et les amendes sont très fortes à supporter. Voilà, ils ont mis le paquet. Hein. Voilà. Si location 9 mois, bon, je vois Christian Canus, si location 9 mois longue durée, 3 mois sur Airbnb, donc avoir la licence. Non, attention, tu fais le système de la culebra. 9 mois en longue durée, oui. 3 mois en Airbnb, oui. C'est-à-dire, c'est moins de la location saisonnière, c'est considéré moins de 1 mois, c'est considéré comme location saisonnière. Pour que ce soit location courte durée, il faut minimum 1 mois, et longue durée, c'est à partir de 3 mois. Bon, là aussi, j'ai un guide là-dessus qui explique tout ça. Voilà, et ça change aussi suivant qu'on appelle ça, les comunidades, las comunidades. Donc, en fonction des régions. Chaque région a ses normes, donc il faut s'imprégner de ces normes-là. Donc, sachant qu'il y a 17 régions, mais les principales, la Catalunya, la Comunidad Valenciana, la Comunidad d'Andalucía, la Comunidad de Murcia, Madrid, ainsi de suite. Alors, par contre, si je peux me permettre, je lirai vos questions par la suite, parce que là, je peux pas raconter mon speech et lire en même temps. Je ne suis pas, j'ai pas encore cette faculté-là. Voilà. Donc chaque chose en son temps.
je vais mettre un lien, comme ça vous aurez la possibilité de vous inscrire et de mettre en évidence un peu votre problématique et j'essaierai de répondre. Voilà, ce sera comme un petit sondage suite à ce live. Alors bien sûr, vous avez, bon, certaines personnes, les locations courte durée en Espagne sont catégorisées. Bon, vous avez ce qu'on appelle appartamento con piscina comune, bungalow. Les bungalows, ce sont les maisons mitoyennes, bungalow con piscina. Voilà. Villa simple, sont chalets. Villa con piscina común, villa con piscina privada, villa et piscine privée. Villa de prestigio, catégorie supérieure. Alors, dans les labels, catégories, ils ont classifié un petit peu la catégorie confort de chaque logement, justement pour donner un service supérieur. Et si vous voulez rentrer dans cette catégorie, il faudra suivre les prérequis pour obtenir ce label-là. Licencia, par exemple, appartamento, residencia turística de categoría. Voilà, ça vous permettra d'avoir un label supérieur et en conséquence d'appliquer les prix en fonction du marché qui sera demandé. Voilà. Voilà. Frais, oui, je vois, fossa septica, 6700. Cela fait 3 ans que j'attends la licence à première occupation. Oui, la LPO. Ah là là. Encore uno, enfin, 3 ans. Allez. Bon, bungalow, Christian Canu, région Alicante. Oui, bon. Maison et piscine, 25 000 compte à l'Andalousie. Oui, attention, maison piscine, ça c'est sûr, ça c'est pour Viviane, c'est sûrement une casa rural, finca, et attention, maison illégale. Casa illegales, finca rustica. Et là, il faut demander ce qu'on appelle, ça fait partie de l'Andalousie, UNAFO. Ordenación fuera ordenación urbana. Donc, obligation de contacter un architecte, donc c'est requalifier le projet, voir si c'est possible, et ça va vous coûter la bagatelle ça peut aller vous avez les prix variables, faites-vous faire des devis, ça va de 4 000 jusqu'à 25 000 euros. Donc, le gouvernement espagnol oblige justement maintenant à régulariser ces maisons illégales pour pouvoir les mettre en location. Bon, le tout, c'est qu'ils veulent, disons, donner un certain degré de fiabilité et de qualité, justement, pour la clientèle touristique. Oui. Alors, dans localisation des biens, bon, bien sûr, beaucoup de Français demandent la Costa Brava, la Catalogne, c'est la région la plus demandée. Vous avez également maintenant la Costa Dorada. Alors dans la Catalogne, vous avez trois costas. Vous avez la Costa Brava, la Costa del Maresme, c'est Barcelone. Barcelone, un peu plus bas aussi, Casa del Fel, Sitges. Et ensuite, vous avez la Costa Dorada. Costa Dorada, Salou, Miami Playa, Almeida de Mar, Hospitalet de l'Infante, Ampolla, San Carlos de la Rapita, et ensuite ça s'arrête, et là on arrive à la Comunidad Valenciana. Là c'est la province de Castellón, voilà. qui est très cotée et que très peu de Français connaissent aussi. Avec des villes phares, avec un certain charme. Vous avez des petites Viñarros, bon ça c'est la Costa de la Sal, Peñíscola, que vous connaissez, Viñarros, Oropesa del Mar, Benicàssim, voilà. Là, c'est beaucoup d'Espagnols, pourquoi? Parce que vous êtes proche de la grande ville de Castellón. Voilà. Bon, après, plus bas, très demandé également, la Costa Blanca. Voilà, bon, oui, je vois Véro, le climat est excellent, c'est exact. À partir, pour avoir un bon climat en Espagne toute l'année, une des côtes les plus demandées, c'est la Costa Blanca et la Costa del Sol. 320 jours de soleil par an, 330 la Costa del Sol, et une côte qu'on néglige aussi, la Costa de la Luz. Voilà, celle qui remonte sur le Portugal, de Tarifa à Cadix.
On peut comparer cette côte-là à la côte des Landes ici. Beaucoup de plus grandes plages de sable fin. Par contre, impératif de bien maîtriser l'espagnol. Là-bas, vous ne retrouverez pas de français ni de britannique. Donc c'est pour moi, c'est l'Andalousie authentique. Voilà. Et le climat est excellent aussi. Par contre, je vous conseille d'éviter les villes centrales de l'Andalousie, par exemple, du côté de Córdoba, Cordoue, Jerez, Sevilla, Granada, très très chaud. Voilà. Bon, par contre, si vous avez une piscine, c'est excellent. Voilà. Si vous avez un appartement locatif, je déconseille. Bon, obligation d'avoir la clim, certes. Il faut toujours avoir une source d'eau fraîche. Dans ces régions-là, l'idéal, ce serait d'investir dans une villa ou une casa rural et, si possible, qu'elle ait une piscine privée. Voilà. Si vous êtes à moins de 500 mètres, une piscine n'est pas nécessaire. Par contre, ce sera un plus. Si vous êtes au-delà de 2 km, une piscine privée s'impose. Voilà. J'opterai, moi, pour la villa avec piscine privée. Du côté de la Costa Dorada et du côté de la Costa Blanca, Costa Blanca, il faut partir à partir de 3-4 km des plages. Vous pouvez en trouver à partir de 250 000, 280 000 euros à peu près. Pourquoi? Vous aurez plus facilement une licence touristique pour une villa par rapport à un appartement. Un appartement, vous êtes tributaire de la copropriété, vous êtes tributaire, voilà, il y a énormément de normes. Pourquoi? Et vous êtes quelque part, c'est la clientèle qui est en compétition avec l'hôtellerie. C'est l'hôtellerie, le lobby des hôteliers qui sont en train de mettre le haut là pour tout ce qui est appartement en Espagne. Donc faites attention si vous investissez du côté de... j'ai eu des clients qui ont eu des problèmes sur Malaga. Même du côté de Estepona, Mijas, il commence à avoir des problèmes. Fuengirola également. Pourtant, ce sont des stations touristiques. Voilà. Sinon, ne pas oublier non plus un facteur très important, c'est la clientèle des retraités, d'où l'intérêt de louer aussi en formule courte durée. En LCD, là on arrive à avoir des rentabilités excellentes. Dans la cible il y a la clientèle des retraités, la clientèle des golfeurs, la clientèle des gastronomes, des randonneurs. Donc, il y a quand même pas mal de niches, si on peut dire, qui peuvent vraiment vous permettre de faire de la rentabilité intéressante toute l'année. Voilà. Après, bon, bien sûr, il faut connaître les réseaux pour pouvoir bien diffuser son offre à ce niveau-là. Clientèle de golfeurs excellente. Moi, je vous conseille soit des bungalows, c'est-à-dire des villas mitoyennes dans des terrains de golf, ou alors le top, carrément une villa avec piscine privée. Voilà. 15 sites consultés pour trouver. Eh oui, vous avez des sites classiques que tout le monde connaît, Idealista, Fotocasa et Habitaclia. Voilà, ça c'est les trois leaders. Mais vous en avez bien d'autres. Hein. Vous avez des sites étrangers, Quiero, Spain, Spain House, Don Piso, et ensuite vous avez des sites spécialisés aussi concernant la vente. Ne pas oublier aussi, oui, pour les locations saisonnières. Alors, on va parler des avantages, l'investissement locatif en Espagne. Quels sont les avantages? D'accord? Alors, vous achetez, il n'y a pas de taxe d'habitation. Vous avez simplement la taxe foncière qui est très réduite, c'est ce qu'on appelle l'IBI. Et le gros atout, vous avez l'imposition des revenus pour les Européens, vous êtes fiscalisé à 19%. Hors marché commun, et là on est sur la base de 24%. Voilà, bon, bien sûr, il n'y a pas de RDS, il n'y a pas de CSG par rapport à la France.
Par contre, il n'y a pas tout ce système qu'on peut trouver en France avec les loueurs en meublé professionnels, LLMP, LNP. Il n'y a pas de SCI. Moi, je déconseille de créer une SCI pour acheter en Espagne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des frais de structure, des frais d'avocat, des frais de gestion. Vous devez rendre transparente la société, la SCI, avoir un statut, avoir un NIF, nouvelle identification fiscale pour la société. Voilà. Et vous allez être repéré par les services fiscaux espagnols, croyez-moi. Il vaut mieux être un simple arrendador, c'est-à-dire un loueur en particulier, et sachant que vous n'aurez aucun problème si vous avez jusqu'à 5 logements en location. À partir de 5, avant la loi, c'était 10 logements. À partir de 5, obligation d'avoir un statut de loueur professionnel. Et là, vous devez avoir, c'est une entreprise, une petite entreprise, faire le nécessaire pour déclaration avec l'IAE, l'impuesto de realización de empresa. Voilà. Et là, c'est l'équivalent de l'entreprise dont statut soit SL, Società Limitada, soit autonome. Voilà. Pour certaines personnes, je vais créer un guide justement dans ce secteur-là pour l'investisseur pur, pour se mettre en société. Bon, bien sûr, ça correspond à des personnes qui désirent investir plus de 5 biens, 5 logements. Voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu un client français, un Parisien, qui a acheté 8 logements carrément. Il a acheté un immeuble. Et là, bien sûr, il gère tout lui-même. Donc, c'est une résidence complète dont la copropriété, ben, il en est maître, si on peut dire. Et les 80%, ben, bien sûr, ben, tous ces appartements lui appartiennent. Donc, il y a un vote favorable. Donc, il a eu rapidement ses licences, la licence touristique pour ses 8 logements. Voilà, c'est quelqu'un qui a acheté ça sur un petit immeuble du côté de Villajoyosa, sur la Costa Blanca. Voilà. En fait, oui, González, investir et vivre ses revenus. Oui, absolument. Absolument. Comme le font déjà certaines personnes en France. En loueur en meublé professionnel, où vous déduisez la fiscalité, déduisez les travaux, ainsi de suite. Voilà. Alors oui, je continue concernant les avantages de l'investissement locatif en Espagne. Alors les grands avantages, attention, 2 statuts importants. Soit vous êtes non résident, non residente, et là dans ce cas-là vous rentrez dans impuesto de non residente, vous n'êtes pas résident, donc résident français ou en Belgique. Et vous avez ce statut-là, soit vous êtes résident espagnol. Résident espagnol, vous êtes soumis à l'IRPF, Impuesto de Renta Persona Física, dont les conditions sont différentes. Il faut faire très attention. Et en tant que résident espagnol, c'est là que je reviendrai par la suite, il est plus intéressant de faire du locatif annuel. Pourquoi? Vous pouvez déduire il y a une déduction de 60% de l'investissement. Donc pour ça que quand je vois les Français se plaindre, la fiscalité en Espagne était excessive, on paye trop d'impôts. Oui, mais parce qu'ils sont mal renseignés, ils sont mal informés. Je connais des personnes avec des gros revenus, avec ce montage-là, ils investissent dans 2-3 logements et ils réduisent au maximum leur assiette fiscale. Voilà. Bon, c'est sûr, il faut investir, louer. Là, l'avantage, déduction des frais, des déplacements, installation, gestion, voilà, et vous êtes fiscalisé en Espagne et non pas en France. Pourquoi? On suit la convention, la double convention fiscale entre France et l'Espagne. Il y a la même chose aussi avec l'Espagne et la Belgique ou l'Espagne et la Suisse. Voilà. En ce moment, les rentabilités pour du locatif LCD en saisonnier, j'arrive à avoir pour certains clients, sans me forcer, du 10-13%.
J'ai une cliente, on est arrivé à 17%. Bon, elle a un petit immeuble du côté de Torrevieja, sur la Costa Calida, c'est-à-dire après Alicante. Et bon, c'est une petite résidence. Et là, elle arrive à avoir une bonne rentabilité locative. Ensuite, en location longue durée, on arrive à avoir une rentabilité nette entre 8 à 10%, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est très bien. Vous voyez. Alors, très important aussi, avantages et inconvénients des deux formules. La LCD, il faut avoir une logistique, à savoir, il faut avoir une personne sur place qui fasse le check-in, check-out, nettoyage, vérification de la caution, ainsi de suite, l'inventaire, l'état des lieux, donc ça demande quand même une certaine maîtrise, d'avoir du personnel. Je déconseille de passer par les conciergeries, elles ne sont pas au point, et en plus elles prennent des frais énormes, de 17 jusqu'à 18, voire même 20%. Après, vous avez l'ultime recours aussi, c'est de déléguer toute la partie locative à des agences de location classiques. Et là, elles vont se prendre entre 15 et certaines jusqu'à 25%. Voilà, donc faire attention. L'idéal, c'est, moi je le vois pour mes locations en Espagne, enfin j'ai qu'un appartement et le reste c'est que des villas. J'ai des couples. Le monsieur s'occupe de faire l'entretien du jardin, de la piscine, et son épouse, elle fait le check-in, check-out, ainsi que le nettoyage. Donc, et en plus, c'est payé par le locataire qui rentre. Donc pour moi, c'est nickel. C'est une affaire qui marche, vous voyez. Voilà. Quoi d'autre? Bon, c'est pour ça qu'il faut sous-traiter le réceptif sur place. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, alors il commence à y avoir une effervescence aussi comment on appelle ça, de la colocation. La colocation dans les grandes villes universitaires, du côté de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Malaga. Et là, vous louez des chambres. Et là, ça rentre dans le cadre de location courte durée. Il n'y a pas besoin d'avoir la licence pour faire du locatif à des étudiants en colocation. C'est un point positif à ne pas négliger. Voilà. Où investir en Costa Blanca? Christian Canu. Quel secteur? Ah ah. Si vous avez de l'argent, sans hésiter, des villas avec piscine privée. Javea, Moreira, Benissa, Calpe, Altea. Rentabilité 12 à 13% et avec très peu de soucis. Sachant qu'une location d'une villa avec piscine 3 chambres, ça se négocie en ce moment entre 1600 à 1700 euros la semaine. 4 chambres, on dépasse les 2000 euros. Voilà. Donc vous louez 24 à 25 semaines, vous faites le calcul. Et obtention de la licence très très vite, chose que vous ne pourrez pas avoir avec un appartement. Voilà. Un appartement, toujours, on est tributaire de la copropriété. Ça, c'est et certaines régions ont mis des mesures très draconiennes au niveau des surfaces. Faire très attention au niveau des surfaces des chambres, des pièces et des prérequis. Voilà. Sachant que vous aurez un label, un audit fait par un architecte qui contrôlera tout ça. Voilà. Est-ce que ça vous convient, tout ce que je vous raconte là? Ce que je vous dis? Parce qu'on est arrivé à 35, hein, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Bon, c'est vrai qu'il fait beau, les gens sont à la plage. Alors, investir à Costa Blanca, Christian, autour, bon, viser les terrains de golf. Autour des terrains de golf et ports de plaisance. Pourquoi? Clientèle à haut pouvoir d'achat. Voilà. Alors, comment éviter? Alors là, je prends un truc, ça je l'ai. Les erreurs les plus courantes pour investir en Espagne. Voilà.
Comme tout le reste de la vie, il faut savoir comment le faire et le faire bien. Et si possible, être très bien accompagné du départ jusqu'à la signature en notario. Voilà. Règle numéro 1. Règle 1. Ne pas faire les bons calculs. Dans un investissement locatif en Espagne, le plus important, ce sont les chiffres. Los números, comme on dit en Espagne. Si nos cuadran, quitarse de ello. S'ils ne cadrent pas, les éviter. Donc, c'est des calculs. Bon, beaucoup doivent travailler sur Excel. Donc, vous devrez donc les examiner très attentivement avant de prendre une importante décision. Il n'est pas seulement important de savoir combien coûte le bien immobilier, mais il faut tenir compte du prix de la location du marché. Additionner tous les coûts externes, commissions aux intermédiaires, dépenses annuelles, impôts, fonciers, ce sont les impuestos, c'est ce qu'on appelle les l'IBI. L'impuesto, bon, l'impôt, vous avez l'IBI, l'impuesto bienes immobiliarios, les charges propres aux biens et les assurances. Ne pas oublier la provision pour entretien et commission et imprevisto. Imprevisto, c'est ce qu'on appelle les imprévus. Voilà. Toujours être un peu quelque part positif, certes, mais réaliste. Règle numéro 2, règle 2. Espérer que les prix, espèrent que les prix des logements en Espagne augmentent toujours. Hasta las nubes, comme on dit, jusqu'au nuage. Cuidado. Bien que ce soit vrai, il y a des moments dans le cycle du marché espagnol où les prix de votre logement baissera. Même lorsque cela se produit, il ne faut pas s'en inquiéter. Pourquoi? Parce que sur le long terme, l'immobilier est un très bon placement. Notre attention doit se porter sur ce que nous gagnons chaque mois et non sur une éventuelle réévaluation. Si elle se produit, sera toujours bienvenue. N'achetez pas en pensant ce qui pourrait valoir demain. Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'ensemble du marché est cyclique et qu'il y aura donc des périodes plus ou moins fastes pour acheter un appartement à louer. L'immobilier est tributaire des lois fiscales, des lois réglementaires, des lois législatives. Voilà. Ce qui est valable aujourd'hui ne le sera pas peut-être le mois prochain, voire l'année prochaine. Voilà, sûrement l'année prochaine. C'est ce qui se passe en France aussi également. Règle numéro 3. Règle 3. Se poser tranquillement et analyser. Être patient, ne pas consacrer de temps à l'analyse. Il faut analyser. Ce sont des chiffres. L'essentiel, c'est d'avoir ses propres critères d'investissement et établir un plan de ce que vous voulez réaliser et dans quel délai. Il peut s'agir, par exemple, de l'achat d'un appartement, d'une maison par an pendant les 5 prochaines années, ou de l'achat de votre premier appartement. Donc, vous pouvez avoir un objectif à court terme. Vous dites, bon, j'investis un logement cette année. L'objectif dans 5 ans, j'en achète un chaque année. Tac. Vous voyez, vous faites vos preuves la première année. C'est bien, vous rectifiez le tir et vous enclenchez le deuxième, le troisième, el cuarto, el quinto. Voilà. Il est recommandé de ne pas se lancer dans l'achat sans avoir toutes les connaissances nécessaires et surtout sans avoir vu suffisamment de logements, appartements ou des maisons. Avant d'acheter en Espagne, vous devriez visiter au moins, je ne sais pas combien vous visitez. Et moi, j'en visite au moins une trentaine. Minimum 30. En physique. Sur le virtuel, je dois en visiter peut-être 80 ou 100. Pourquoi? Ben, j'ai une astuce, moi, disons, c'est que je visite simplement les appartements et les logements qui sont conformes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la préétude. Donc, je gagne énormément de temps. Et mes clients gagnent du temps aussi. Pourquoi? Parce que j'ai des atouts justement pour faire les vérifications. Je ne suis pas obligé de contacter un avocat pour voir si le bien il est libre de charge, s'il y a les impôts, s'il y a un problème urbanistique. Voilà. Pourquoi? Parce que je maîtrise tout ça et ça va très très vite. Donc, visiter au minimum 30 logements, aussi bien des appartements que des maisons. Moi, j'ai un faible pour les maisons. Pourquoi? Parce que depuis cette loi, concernant la copropriété, c'est quand même plus facile de louer, justement, et d'avoir les licences et toutes les licences qui vont avec. Voilà. Alors, ça vous permettra d'avoir une idée générale et comparer les options, ainsi que les quartiers, les zones, les voisins, l'environnement,
las urbanizaciones, l'ambiance, discuter avec les gens, en journée, en soirée, passer du temps. Vous investissez un lieu, une ambiance, un environnement. Faites attention, quand c'est pas cher, quand les appartements sont pas chers, notamment je vois sur Alicante ou Torrevieja, il y a des quartiers craignos. Faites attention. Enfin, je m'entends, craignos, c'est pas la délinquance, mais c'est un peu, entre guillemets, malfamé. C'est comme dans un certain quartier de Valencia aussi. Bon. Il n'y a pas de mystère, hein, la qualité se paye. Hein. Voilà. Il faut bien analyser les chiffres et cela vous évitera beaucoup de soucis. Voilà. Vous devez tenir compte de toutes les dépenses mensuelles et annuelles concernant les locations, c'est-à-dire l'électricité, les charges d'eau, avoir tout ça vraiment bien réglementé, quoi. C'est-à-dire il faut avoir une bonne analyse. Règle numéro 4. Regla 4. Enamorarse muy rápido de una linda propiedad. Certains ont compris. Tomber amoureux d'une propriété spécifique. Oh, vous allez dire, wow, elle est superbe cette maison. Oh, cet appartement, top. Cuidado. L'important, c'est d'être rationnel et d'analyser toutes les propriétés par les chiffres. Soyez réaliste et rationnel. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion, car ce n'est pas un bon conseiller. Vous pouvez suivre votre intuition, mais tant que les chiffres concordent, n'oubliez pas los números cuadran. Rappelez-vous, les chiffres sont la règle. Los números, encore une fois. Vous pouvez avoir une superbe maison, mais si elle dépasse votre budget, ça ne sert à rien. Si vous tombez amoureux d'une propriété, assurez-vous que les chiffres sont bons et qu'il n'y ait pas de meilleure opportunité autour. Voilà, on revient. Gardez également à l'esprit que vous recherchez des logements à louer et non pas pour vous, pour y vivre. Et qu'il n'est donc pas nécessaire que ce soit top pour vous. Donc, mettez-vous à la place de la personne qui va louer ce logement. Bien sûr, il faut qu'elles aient meilleure finition et qu'elles vous plaisent. Donc, si quelque part ça va vous plaire, elle va plaire à votre locataire. Vous devez simplement vous demander, est-ce que quelqu'un vivrait ici? Et est-ce que cela me coûtera plus ou moins cher de le louer? Voilà. Règle numéro 5. Règle numéro 5. Règle 5. Inversor del cuento. Inversor del cuento, c'est-à-dire être investisseur occasionnellement. Être investisseur par accident. Je m'entends. Louer son propre appartement ou celui de ses parents, ou bien amis, c'est bien, mais ce ne sont pas généralement des bons investissements rentables. La rentabilité est généralement faible et il est souvent préférable de vendre ses biens pour acheter des appartements bon marché à louer. N'oubliez pas que la rentabilité d'un appartement se situe généralement dans un quartier central, est généralement inférieure à celle d'un appartement situé en banlieue ouvrière et qu'il est parfois 2 à 3 fois moins cher qu'un appartement en centre-ville. Visez les quartiers, ce qu'on appelle barrio obrero, les quartiers ouvriers, les quartiers dortoirs, quoi. Ça peut s'appliquer également, aussi bien location saisonnière, location longue durée. Longue durée, pourquoi? Parce que quand vous êtes résident espagnol, dans ce cas-là, c'est l'IRPF, l'investissement, vous déduisez 60% de votre investissement au niveau de la rentabilité locative. Donc c'est excellent. Règle 6. No ser realista. Ne pas être réaliste. Nous commettons tous cette erreur. Nous pensons que notre appartement ou maison est très spécifique et spécial et que nous allons le louer de 20 à 25% plus cher et qui va prendre de la valeur. Dans ce cas, la chose la plus intelligente à faire est de penser au présent et se placer dans le pire des scénarios. Voilà. C'est-à-dire de demander quel est le loyer le plus bas auquel on peut louer ce logement, même dans un cycle de marché baissier, et de faire vos calculs en tenant compte de cette prémisse. Voilà. Règle numéro 7. Règle 7. Soy un superhombre. Merci pour la réponse, William. Que va les bien vendus en saisie bancaire. Voilà. Très. Attention, saisie bancaire, cuidado. Lagarto. Il faut être bien accompagné. Alors, si c'est quelque chose où il faut être accompagné, c'est bien là-dessus, hein, les saisies bancaires. Ser un superhombre, je reviens. Essayez de maîtriser chaque étape du processus. Essayez de tout faire soi-même est une erreur, car nous ne sommes pas experts en tout.
Il y a des choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué, mais pour celles qui le sont moins, on recommande de faire appel à des professionnels. Ça s'applique aussi bien pour faire des rénovations, recherche de locataires, pour prendre des photos, ou même faire appel à une agence immobilière locale. Le facteur temps est également fondamental. Et oui, le temps c'est de l'argent, el tiempo es dinero. Voilà. Beaucoup de personnes connaissent cette règle. Numéro 8, regla numéro 8. Empezar sin colchón de resguardo. Commencer sans coussin financier, c'est-à-dire ne pas avoir de réserve financière à l'écart. J'ai vu quelqu'un qui disait que oui, il avait à peu près un an de marge justement pour attendre les premiers locataires. Oui. Et j'ai eu la demande justement d'une dame qui voulait investir un hôtel. Elle voulait reprendre un hôtel. La licence, elle doit redemander la licence, même pour un petit hôtel. Hein, c'était un hostel. C'est spécifique. Et le gouvernement espagnol oblige maintenant à refaire une mise aux normes, une mise à jour justement, dont on fait passer un architecte qui contrôle tout ça, dont il faut remettre les choses aux normes, dont des frais, prévoir tout ça. Et beaucoup de personnes ne foncent tête baissée là-dessus. Donc il faut faire très attention également. Utilisez tout votre argent pour acheter un logement, soit un appartement ou une maison. Ne rien avoir ensuite n'est pas la meilleure façon de procéder, car il y a une dépense supplémentaire. On ne peut pas y faire face, donc faire attention. Utilisez l'argent des banques, bien sûr, prêt hypothécaire pour l'achat, là encore, même si vous disposez de tout l'argent nécessaire. On parlera du financement bancaire tout à l'heure aussi, si vous le voulez. En général, une bonne négociation, les banques financent 70% de l'appartement ou maison en Espagne, même s'il est catalogué résidence secondaire. 80% s'il s'agit d'un appartement ou une saisie de banque. Voire même si vous achetez une saisie de banque, un appartement, ils peuvent, à l'époque, ils financent jusqu'à 110%. Ce n'est plus le cas. Donc, ce qu'on appelle des opportunités bancaires. Aprovechar ces oportunidades. Mais toujours est-il faire très attention, être très bien entouré. Le DPE existe-t-il aussi en Espagne? Oui, Christian. Certificado energético, ce qu'on appelle. Obligation quand vous achetez un appartement ou une maison, il faut l'avoir. En plus de la cédula, en plus de la licencia primera ocupación, en plus de la nota simple, en plus de... C'est simple, moi dans mes accompagnements, je fournis un checklist de 80 points à vérifier. Donc, il y a à peu près 15 points de pièces, de documents, mettre, et vous êtes sûr quand vous sortez ce document-là, l'agent immobilier en face de vous, il va prendre peur. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, rien n'est laissé au hasard, tout est contrôlé. Parce que il y a énormément d'oubli et on ne fait pas attention. Voilà. Règle numéro 9. 9. Los seguros d'impago. En Espagne comme en France, vous avez ce qu'on appelle les assurances de non-paiement. Quand vous prenez une assurance, ça marche essentiellement pour les locations longue durée. Donc vous pouvez vous permettre ça revient entre 3 à 5% du loyer annuel et ça vous permet d'être couvert pour tout défaut de paiement du locataire ou même quand il y a du vandalisme. Voyez, l'assureur se charge de toute la gestion. Voilà. Donc c'est quand même un point important à ne pas oublier. Règle numéro 10, pensar y comprar. Pensez qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter ou pour louer. Erreur très courante. Car nous pensons qu'il faut beaucoup d'argent pour acheter un appartement loué ou bien une maison. En règle générale, les appartements qui offrent les meilleurs rendements ont un prix entre 60 000 et 100 000 euros. Car ils sont généralement loués entre 450 et 750 euros par mois selon l'endroit où vous vivez. Attention, je parle de location longue durée. En location courte durée, ce sont les prix par semaine. Bien sûr, tout dépend de la station. Les maisons, elles sont beaucoup plus rentables. Pourquoi? Parce que vous pouvez demander entre 600 à 950 euros par mois quand il n'y a pas de piscine et le double facilement quand il y a une piscine privée. Bon, voilà.
il faut juste savoir où chercher, dans les grandes villes, autour des grandes villes. Moi, je conseille les villes autour de Madrid, Barcelone, Valencia, Alicante, Malaga, dans les environs, les banlieues voisines, ou même dans les villes moyennes de 100 000 habitants à peu près. Voilà, oh, nous sommes déjà 19h58. Oh, ça fait déjà une heure. Bon. Alors, c'est bon? Est-ce que ça reprend? Vous vous chargez également de l'assurance? Si, señorita Pascal, j'ai des accords avec des sociétés d'assurance spécifiques à la location. Voilà. Aussi bien location saisonnière et location longue durée. Combien c'est longue durée? Oui, de 3 à 5% suivant la ville. Quelle négociation possible sur un bien standard 5-10%? Les propositions basses sont plutôt très mal vues, considérées rien à voir avec la France. Ça dépend, William. Bonsoir, il y a longtemps que je vous avais pas vu. Oui. Moi, pour négocier un logement, parfois, il faut bien connaître le marché. Voilà. Le marché, la situation, si c'est des zones tendues, s'il y a de la demande, il y a beaucoup de paramètres en ligne de compte pour se baser pour la négociation. Le 5%, 10%, ça n'a pas d'équivoque. Parfois, moi je négocie jusqu'à 20, 25, 30%. Pourquoi? Parce que le monsieur a une saisie bancaire derrière, a une dette colossale avec le fisc espagnol, et ça on le sait au niveau du document, donc il veut vendre à tout prix pour pas être saisi. Donc là, je peux me permettre de faire des offres, bon, on lui dit pas certes, mais malheureusement, on détient l'information et on a un atout supérieur à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça faisait l'objet du dernier live où le même logement peut être vendu par plusieurs agences. Et si c'est par plusieurs agences, il faut faire attention. Il faut prendre l'agence qu'il a pris en exclusif, c'est-à-dire celle qui a pris le mandat. Pour elle, elle a rentré le mandat, mais ensuite elle va le diffuser dans son réseau. Donc elle va diffuser l'information aux autres agences. Et les autres agences vont se répartir la commission. Là, vous aurez moins de pouvoir de négociation. Pourquoi? Parce que la commission va être faite entre deux agences. L'idéal, c'est de connaître l'agence qui a rentré le mandat. Moi, j'ai des astuces pour le savoir, ça. C'est pas donné à tout le monde. Il y a un système à connaître. Voilà. Ça vous convient, ce que je vous ai dit là, tout ça? Bon. Potentiel, voilà. Bueno. Bon, je vais... bon, nous sommes arrivés à 20h, voilà, je vous avais dit, on va passer 1 heure. Cette vidéo en direct est terminée. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que là, je reçois un signal de Facebook, parce qu'au-dessus d'un certain nombre, ils arrêtent enfin, ils sélectionnent les arrivées, quoi. Vous voyez? Tout va bien? Oui, on vous voit, vous me voyez, Chris? Ah, très bien. Alors dans les commentaires, vous pouvez noter aussi quelles sont les thématiques que je pourrais développer par la suite. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler aussi de la dernière. Attendez, je vais vous dire ça. Il y a une nouvelle loi qui est passée en Espagne pour le logement. La nouvelle loi sur le logement en Espagne, ça concerne les zones tendues, notamment dans les grandes villes, Barcelone, Madrid, Valencia, Alicante. Pour contrôler les loyers, rendre les expulsions difficiles et faire payer tous les frais d'agence aux propriétaires.
Voilà. Bon, il y a eu le holà des syndicats, des agents immobiliers, du monde de la construction, justement. Ils veulent contrôler le loyer, bon, dû à l'inflation galopante. Et voilà, donc ils vont se baser sur d'autres critères. Avant, c'était l'IPC, l'indice hein. La nouvelle, ils ont donné la nouvelle définition du grand propriétaire. Avant, c'était voilà, au-dessus de 10, c'était grand propriétaire. Maintenant, c'est passé à 5. Donc 5, vous êtes déjà, on fait partie des grands propriétaires. Dans les zones tendues, considérées de grands bailleurs, et les mesures propres leur seront appliquées. Alors les zones tendues, ça répond à une certaine règle. Dépenses de base de fourniture doivent dépasser 10% du revenu moyen de ménage, le prix d'achat, voilà, tatati, tatata, bon. Ça concerne quand même 60% de la population espagnole. Donc tout ce qui est zone dortoir de Madrid, de Barcelone, Valencia, vont être très régulés. Je ne sais pas si sur le groupe, là, je pense que vous êtes beaucoup plus axé sur les investissements sur le littoral. Là, ça ne concerne pas. Du côté des costas, notamment en zone touristique. Voilà. Donc, je vous ferai un petit résumé dans un guide que je mettrai à disposition lors en bas de la vidéo, du live. Vous verrez, avec un petit sondage concernant ce live. Et n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires. Ah oui, William Belfils, beau-fils, thématique du financement, quel apport mini, pourcentage au fixe, quelle garantie hypothèque et différé partie, total, durée. Si vous le voulez bien, je ferai un autre live spécial financement bancaire. Sachant que ils ont à peu près les mêmes directives qu'en France, les taux directeurs sont en la hausse. Il favorisait au départ les taux variables. Maintenant, bon, il y a du fixe aussi. Il favorise les remboursements à courte période, c'est-à-dire 15, 20, maximum 25 ans. Auparavant, c'était 30 ans et là, ils ont tendance à réduire. Voilà. Tout dépend aussi, attention, de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes résident étranger, que vous n'aurez droit qu'à 60%, avec un bon dossier, 70%. Si vous êtes résident espagnol, 80%. Il faudra apporter 20%. Attention, il faut se baser aussi, si vous faites appel aux banques espagnoles, il faut ce qu'on appelle la valeur de taxation. Sur les 80%, il faut appel à un architecte ou un perito. D'ailleurs, je suis en train de passer un diplôme là-dessus aussi. Perito d'évaluation, ce qu'on appelle un tasador. Et vous évaluez le logement en fonction du marché, vous donnez une valeur. Par exemple, vous achetez un appartement à 100 000 euros, vous pouvez emprunter 80 000 euros si vous êtes résident espagnol, mais le tasador peut fixer ce logement qui est à la vente à 100 000, peut donner une valeur de 80 000 euros. Donc la banque va prêter 80% de 80 000 euros et non pas de 100 000 euros. Vous voyez la différence? Donc ça va baisser votre taux d'emprunt, si on peut dire. La même chose à la hausse. Imaginons que vous achetez un logement à 100 000 euros et le tasador peut dire ben, ce logement vaut 120 000. Donc, ils vont vous pouvez emprunter 80 000 de 120 000 et non pas de la valeur de vente de 100 000. Voilà la grande différence avec la France. La valeur de taxation, ce qu'on appelle. Almeria, ce n'est pas cher. C'est normal que c'est pas cher. Hay lagarto, hay lagartija, serpiente, c'est aride. C'est là où on a tourné tous les westerns en Espagne. Mucha calor, c'est le Texas.
Si c'est pas cher, hay algo, comme on dit, hay gato encerrado. Almería, comme du côté de Murcia, Lorca, zone sismique, faites attention, c'est la zone en Almeria où c'est les cultures intensives. Les sols sont en train de sécher, ça crée des tremblements, des mini tremblements de terre. À côté, il y a un membre du groupe qui était tout content, tout fier. Il a acheté dans une petite maison à côté à 30 km de Lorca. Et pour cause. Il a acheté dans un secteur sismique où il y a eu 200 et quelques morts. Ça remonte, bon, attention, je vous parle, c'est spécifique, il y a eu à peu près une quinzaine d'années. Donc tout le monde en a parlé, bien sûr, dans les médias espagnols. J'ai même montré un extrait de la vidéo. Il me dit, oh, bon, ah, mais c'est une affaire, mais s'il arrive. Je dis, faites attention, c'est zone sismique. C'est pour ça que c'est pas cher. Et beaucoup rénovent justement les maisons et les mettent à la vente. Et le problème, si c'est pas cher, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est comme le secteur les moins chers en Espagne, c'est soit c'est pas cher parce qu'il y a des problèmes au niveau du foncier, au niveau de la population. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé de Torrevieja aussi, qui était une charmante ville, mais que je déconseille. Pourquoi? Parce que c'est un peu la zone, si on peut dire. Voilà, excusez-moi le terme. Vous avez la petite délinquance, voilà. La police d'ailleurs, bon, quoique la police espagnole n'est pas la police française, elle fait des rondes et tout, mais quand même il y a ça. C'est un secteur où vous pouvez acheter des appartements à partir de 50-60 000 euros. Un 2 pièces, voilà. 3 pièces à partir de 80 000 euros, vous voyez. Donc, au nord, par contre, c'est quand même mieux. Du côté de Las Matas, du côté de Orihuela, du côté de Santa Pola, voilà. Ou vers l'intérieur des terres, des petites maisons, du côté de Elche, du côté de Elche, Catral. Mais là, toujours, attention, énormément de maisons illégales. Donc là, il faut faire faut faire toutes les vérifications qui s'imposent. Dans cette région-là, vous pouvez trouver des maisons, des fincas entre 180 000 à 200 000 euros, avec 2000 mètres carrés de terrain, avec des orangers, des citronniers. Et si vous y faites une piscine, rentabilité 10-12%. Voilà. Sachant que ce sont voilà, Boussotte. Voilà, Boussotte, c'est on est du côté vers Alicante, ça. Voilà. J'ai une dame française qui vend une maison là-bas. Voilà. On est en ce qu'on appelle en troisième ligne du bord de mer. On est à l'intérieur des terres. Voilà. Sachant que vers Alicante, c'est très bien. Pour moi, le meilleur endroit, bon, je pourrais faire éventuellement, bon, ça c'est une bonne idée aussi, un live sur les différentes régions d'Espagne avec les quartiers positifs et les bons quartiers et les mauvais quartiers. Par exemple, Alicante, le secteur central, où vous avez le côté typique, là où il y a Santa Clara, et ensuite direction l'Albufereta, San Juan, tout ça c'est excellent. Il y a le terrain de golf. Il vaut mieux à Alicante partir vers le nord que vers le sud. Vers le sud, muchos gringos. Attention. Bon, bien sûr, vous avez aussi sur le nord, vous avez, bon après, si on va vers le nord, vous avez Campello, Villajoyosa, après on arrive dans les belles villes que j'adore, Altea, Calpe, bon, vous avez j'ai dépassé Benidorm, bon ça c'est un peu particulier. Vous avez Calpe qui est en train de devenir le second Benidorm sur la Costa Blanca, c'est dommage. Excellent. Altea, Benissa, Moreira, Javea, Denia. Voilà. Gandia, beaucoup d'appartements, tourisme espagnol, très bruyant, construction un peu
très hétérogène, si on peut dire. Voilà. Après, Couillère, j'aime pas du tout. Des buildings où les gens se déplacent pour prendre la serviette pour chercher le soleil. Le soleil passe à l'arrière, donc à partir de 3h, 4h, 4h d'après-midi, vous êtes dans l'ombre et on voit les gens en train de soulever les serviettes pour chercher le soleil. Pour vous dire, ça c'est Couillère. Voilà. Il y a des petits villages comme ça, quoi. Selon Costa Blanca, c'est excellent. Ensuite, vous avez bon, un deuxième endroit qui est superbe où j'ai amené 2 clients qui ont acheté des retraités des maisons qui sont superbes. C'est le Valle del Jalón, du côté de Benidorm, du côté de Pego. Voilà. On s'écarte un peu de Javea Morera parce que c'est devenu quand même assez cher. Et là, vous avez c'est un peu la campagne, mais vous avez des villas avec piscine privée entre 280 000 et 300 000 euros avec 3 chambres, 4 chambres, 350 000 euros. Et rapport au locatif, là, on peut avoir du 10-12%. Nickel. Sans vous fatiguer. Voilà. Après, je vous dirai aussi les astuces pour pouvoir les louer. C'est des villas qui sont très demandées par la clientèle britannique, dont il faut être avec les tours opérateurs britanniques et des sites axés des plateformes britanniques. HomeAway, VRB, Vacation Reisen, enfin Ferienwohnung pour les Allemands. Voilà, ils aiment bien tout ce qui est maison rurale avec piscine intérieure. Voilà, avec piscine privée. Voilà. Est-ce que c'est trop cher pour moi, Pascal? Oui, c'est vrai. Bon, je parle de villa avec piscine privée. 300 000 euros, c'est le prix d'un 2 pièces à Arcachon, entre guillemets. Voilà. Mais vous pouvez commencer avec des appartements, petites résidences. Si possible, regardez, je vais vous donner une astuce, que les propriétaires soient étrangers, donc qui n'habitent pas sur place. Donc, vous aurez l'accord rapide. Si c'est des Espagnols qui habitent ou des étrangers qui habitent en permanence dans la résidence, il faudra avoir leur vote pour pouvoir mettre en location. Donc, vous aurez des problèmes pour obtenir la licence touristique. Voilà. Que pensez-vous de Roqueta del Mar? Oui, c'est au-dessus c'est la provincia de Almería, vers Vera, Carbonera. Très bien l'été, muerto l'hiver, très mort l'hiver. Il y a pas d'ambiance. Non, c'est pas top. Non, là-bas, moi je vous déconseille. Toujours être n'oubliez pas le phénomène de la locomotive, parc d'attractions, grande ville pour visiter, donc maximum 50-60 km d'une grande métropole. Voilà, pour qu'il y ait une bonne location. Parce que vous n'allez pas vous enfermer, bon, même pour choisir une location de vacances, juillet-août, en hors saison, vous n'allez pas vous y rendre. Entre Malaga, oui, très bien. L'Aljarquilla. Il y a des petits villages, Frejiliana, c'est le top. Caleta de Vélez, voilà, ouais. Voilà. Malaga, j'ai des conseils. Hein. Torrox, c'est pas mal. Au départ, j'avais une prédilection aussi pour un peu plus loin, allant vers la Costa Tropicale, du côté de Almuñécar, Salobreña. Très bien en moyenne saison, mais en hiver, ça manque d'animation. Il faut être proche d'une ville telle que Malaga, qui est très vivante. Voilà. Et Masalón, très bien aussi. Oui, ça bouge pas mal. Masalón, Puerto Masalón, qui est très, très mignon. Ça fait partie de la provincia de Murcia. Ouais. Ah oui, très important aussi, quand vous achetez un bien, tenir compte aussi des frais d'ITP, Impuesto Transmissione Patrimoniale, en fonction des régions. Murcia, ils ont fait le holà rapidement. Pourquoi? Parce que la taxe, elle est à 6%. L'Andalousie est à 7%.
La Comunidad Valenciana à 10%. La Catalunya à 10%. Voilà. Vous voyez? Caleta de Vélez et Frigillana, très bien, ça me convient. Là, j'ai un client, Madame Pascal, on est en train d'étudier, il va carrément acheter un petit immeuble avec 12 logements. Voilà. Pour faire du locatif. Voilà. On est en train de voir, d'arranger tout ça, mais c'est pas évident parce que là, il va devenir aussi professionnel. Donc, en parallèle, on est en train de lui monter une structure de société. Société limitada, de arrendamiento turístico, donc double licence, licence d'occupation propre à chaque appartement, plus licence pour la société qui loue. Voilà. Et comme il va louer avec des services, c'est-à-dire des services hôteliers, obligation de facturer avec la TVA, ce qu'on appelle la IVA, très important aussi. Voilà. Le gouvernement espagnol voulait faire ça aussi pour les particuliers qui offraient des services. Il voulait leur imposer la IVA. Et là, il y a un décret de loi qui fait que, pour le moment, ils en sont exemptés. Mais ça risque de revenir. Donc, il faudra faire très attention. Attention, l'obligation aussi, maintenant, un nouveau décret de loi aussi, obligation de relever, quand vous faites la location, le nom et le prénom de chaque locataire qui rentre dans le bien et le transmettre à la police. C'est obligatoire. Voilà. Chose qu'on ne fait pas en France. Donc on détaille toute la personne qui par exemple moi pour les villas que je loue, j'ai des villas de 8 et de 10 personnes, il y a la personne qui loue, mais ensuite je suis obligé de demander la carte d'identité de chaque personne qui rentre dans le logement. Et je transmets la copie et les infos au niveau de la police. Et ça, c'est devenu obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une traçabilité de chaque personne. Voilà. Quand vous allez à l'hôtel, c'est pareil. Donc, voilà. Voilà. Ah, je ne savais pas qu'au Maroc, c'était obligatoire, Véronique. Ah oui. Très bien. Ben oui, alors qu'en France, vous avez des gens qui louent une maison, ben vous avez simplement le nom de la personne qui a fait le contrat, et tout le reste, ça passe à l'as. Donc, il n'y a aucun contrôle. C'est pour ça que le système touristique en Espagne est vraiment au point. Et c'est vrai ils essayent de donner maintenant une bonne image. Bon, est-ce que vous êtes content du live? Est-ce que je me suis pas trop écarté ou ça va? Vous dites un pouce si c'est bien et si je renouvelle l'opération. Vous me dites. Vous, Pascal, vous vouliez installer, c'était pas vous qui vouliez installer un petit tiny house, je crois, non? Sur un terrain. Alors oui, ça j'ai eu la demande aussi. Les tiny house, ce sont des petites maisons sur roues, mobiles. C'est considéré comme comme une caravane. Obligation, c'est des surfaces. Il faut demander à la mairie ou au service d'urbanisme s'il l'autorise. Voilà. Oui, on apprend des choses. On apprend toujours les choses. Comme on disait mi abuelo, et que más sabe más ignora. Celui qui croit tout savoir, c'est celui qui ignore le plus. L'avantage de mon activité, c'est que moi aussi, je dois me mettre à jour sur tous les décrets de loi, sur toutes les, parce que ça, il y a carrément des mises à jour qui doivent se faire aussi bien au niveau réglementaire, au niveau juridique, au niveau urbanistique. Et il y a voilà, il y a une formation en permanence, quoi. Voilà. Et quelque part, vous en bénéficiez. Oui, camping ou bungalow ou mobil-home ou modulo. Voilà. Oula, alors, ça fait dans la catégorie du tourisme, c'est encore une entité à part ça. Il y a l'équivalent, comme en France, les parcs résidentiels de loisirs, los parques de ocio, los camping, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, los bungalow park,
et bungalow résidentiel, où vous habitez à l'année. Ça, c'est encore... Bon, Christian Canu, à refaire rapidement. Number one, pouce. Très bien. Bon, j'essaye de m'appliquer, de faire ça au mieux. Je suis en train d'ailleurs de vous préparer tout un... Je vais résumer ça sur un guide que je transmettrai gratuitement à toutes les personnes. Bonsoir Sandra Estebanes, una flamenca. C'est une danseuse flamenco de la région de Perpignan, qui est très 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 bien. Si vous êtes dans la région, je vous invite à assister à ces spectacles. Vraiment, vraiment, ce sont deux sœurs qui sont très, très vivantes et très andalouses et qui habitent du côté de la région de Perpignan, de la 66, Pyrénées-Orientales. Voilà. Bon, ça vous intéresse, ça, ce live, c'est un format qui est top, non? Chris? Voilà. Ah, il est 20h23. Bon, je vais devoir vous laisser. Merci pour tout. Dès que la vidéo va être enregistrée pour les retardataires, et je vais mettre un lien pour que vous puissiez recevoir le guide. Voilà. Ça vous permettra d'avoir un résumé de tout ce qu'on a dit et clair. Je vais essayer de faire ça au propre pour... nous sommes vendredi pour maximum lundi, que vous l'ayez. D'accord? Véronique, oui, là je vais prendre contact avec vous, oui, pour votre logement et pour votre activité sur Dénia. Justement, j'y mets rond en fin mi-juin à Dénia. Dénia, je vais faire Dénia, Javea et Moreira et pour la personne, enfin le Parisien sur Villajoyosa. Voilà. Très bien. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et au prochain live. Hasta pronto.